vous avez le titre de la soirée. Je salue tout le monde. Je crois que j'en ai salué une grande partie, mais peut-être qu'en ai-je oublié. Donc, je vais vous parler, si on veut envoyer les diapos, je vais vous parler un petit peu de ce que nous avons fait à Treffort-Cuisiat avant que ça ne devienne Val-Revermont. Donc, pour vous situer, j'ai été élu pour la première fois en 83. Et j'ai été élu maire en 95 et je suis resté maire jusqu'en 2008. Donc j'ai fait 2 mandats. Si vous voulez savoir pourquoi, vous me poserez des questions. Donc, je propose que on avait en début du premier mandat essayé de réfléchir à ce qu'on voulait faire, parce qu'on était pour la plupart un peu pas nouveau dans le conseil municipal, mais on voulait ouvrir une nouvelle page de la commune. Donc on avait défini 4 axes. Donc ça, c'est les années 96, 17, 18. On avait pris notre temps. Pendant 2 ans, il ne s'était rien passé. On n'avait fait que construire en tant qu'élu, mais aussi avec 1 ou 2 réunions publiques pour essayer de dire voilà un petit peu dans quel sens on aimerait aller. Donc, il y en avait 4 axes principaux. Enrichir l'espace public. Il faut dire qu'en 95, les rues de Treffort étaient toutes défoncées parce que les municipalités précédentes avaient enfoui tous les réseaux. Donc, on était dans un très mauvais état. On voulait favoriser le commerce de proximité, le commerce de village. C'est-à-dire qu'on s'est opposé farouchement à toute implantation de supermarchés sur la commune. On voulait des équipements publics de qualité, donc il y en avait déjà. Il y avait déjà une salle des fêtes, il y avait déjà une école, il y avait une salle de sport, mais on voulait continuer. Et une politique d'habitat dynamique, avec en sous-titre une mixité, une proximité des bourgs, par question d'aller, comme ça a été fait pendant un temps, des lotissements éloignés ou entre 2 villages, puisque Treffort-Cuisiat était à 3 km l'un de l'autre. Accompagner la réhabilitation de l'ancien et puis reconquérir les friches urbaines. Autant de choses qui aujourd'hui sont à peu près banalisées parce que entre-temps le SCOT est passé par là. Et on avait une vision du développement du territoire. On n'a pas eu une vision que de construction, donc c'était une croissance démographique. Le dynamisme économique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire une croissance démographique qui ne soit pas accompagnée d'une croissance de l'emploi, parce qu'il ne s'agissait pas d'être une cité dortoir. Renforcer l'armature urbaine, maîtriser la croissance des déplacements, maîtriser l'étalement, améliorer la qualité si c'était possible. Donc on a commencé par les rues, puis après on a fait la place, et puis d'autres choses. Protéger les espaces agricoles et forestiers et veiller à la qualité des paysages. Donc tout ça, c'est une politique globale pour la commune. Et je dis en passant que il me paraît important que quand on parle d'habitat, de logement, que ça s'inscrive dans une politique globale, qu'on n'ait pas une politique spécifique logement en ignorant tous les autres volets d'une vision globale du développement. Alors, comment faire ça ? La première, c'est d'anticiper. Et anticiper une politique foncière proactive. Tout à l'heure, dans la visite, j'ai dit que le verger du Moulin que nous avons équipé pratiquement en 2005, 6, 7, où nous avons commencé à réfléchir dessus en 2001, tout de suite après les élections ou juste avant les élections de 2002, pardon. Non ? Oui, 2001. Tout de suite après le 2e mandat, on a commencé à réfléchir à l'aménagement de ce quartier. Mais le quartier avait été acheté avant que je sois maire, c'est-à-dire avant 95. Donc la commune avait cette habitude, qui nous a bien rendu service, d'avoir une politique foncière active, proactive. Et depuis que nous habitons en famille sur la commune de Treffort, depuis 1974 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, tous les lotissements, toutes les extensions, tous les développements sont faits sous maîtrise d'ouvrage communale. On n'a jamais eu de lotisseurs privés qui sont venus sur la commune durant ce temps-là. Donc ça, c'est une notion. On a hérité d'une pratique. Une stratégie financière, c'est grosso modo une stratégie financière, c'est de dire que l'aménagement de quartier, ça ne doit rien coûter à la commune.
Ce que les promoteurs font, on doit être capable de le faire. Le lien avec l'environnement et le territoire, coopérer avec les acteurs, donc on verra dans l'exemple du Verger du Moulin comment ça s'est passé, et puis assurer la maîtrise opérationnelle, c'est ce que je vous disais. Quand on veut aménager un quartier, si on veut qu'il ressemble à ce qu'on a envie qu'il soit, il vaut mieux qu'on soit maître d'ouvrage. Donc voilà le quartier du Verger du Moulin avant qu'il ne soit équipé. Donc c'est la dernière enclave de terrain disponible à proximité du village. À l'époque où cette photo a été prise, le centre de loisirs et la cantine n'existaient pas. Et l'extension de l'école non plus. Donc c'était grosso modo 16 000 mètres carrés. Et on a donc préservé une bande d'environ 20 mètres le long de la départementale pour garder cette espèce d'espace vert au pied du village, comme il est au pied du village un peu plus loin. Et puis après, on a aménagé à l'intérieur un maximum avec une grosse densité de construction, parce que comme on a, je crois de mémoire, il y a 27 habitants, et on a commercialisé moins de 8 000 mètres carrés, c'est-à-dire moins de la moitié de la surface. Donc ça veut dire que la densité interne est relativement intense, mais les gens ont de l'espace vert autour d'eux qui est commun. Il n'y a pas beaucoup d'espace privé, mais il y a beaucoup plus d'espace commun. Donc la démarche, j'ai dit qu'il fallait associer les acteurs. Donc on a fait une commission au début du deuxième mandat, donc 2001, où on a regroupé des élus, plus des non-élus, notamment l'Association de défense du patrimoine local. Le CAUE, et je soulignerai son rôle ici, parce que non seulement il est intervenu sur ce projet-là, mais le CAUE a accompagné toute la réflexion stratégique de la commune. On n'a pas travaillé en vase clos entre nous, on s'est fait accompagner tout le temps pour enrichir nos petits esprits de campagne. Et puis on a fait autre chose aussi, c'est avec le CAUE, mais pas que, c'est que quand j'ai été élu maire, il y avait une tradition bien installée, c'est que tous les ans, les élus qui étaient rémunérés, dire les adjoints de maire, invitaient tous les autres et leurs conjoints pour un petit mâchon. Et on s'est dit, c'est bien de casser la croûte ensemble, mais on ne va pas casser la croûte très fort, on va aller voir ailleurs. Donc tous les ans, le conseil municipal avec les conjoints allait en visite quelque part pour s'imprégner de ce qui se faisait ailleurs. Et je pense que ça fait partie des choses qui nous ont un petit peu ouvert des horizons, parce qu'on a vu de multiples expériences et on s'est dit, mais il ne s'agit pas de dupliquer ce qui se fait à droite ou à gauche, mais c'est de mettre un peu en route nos neurones pour qu'on soit un peu plus imaginatif. Et je pense que ça a été... Donc, où c'est qu'on en est là ? Ne pas être pressé, mais déterminé, dire une opération comme le Verger du Moulin, je dis qu'on l'a commencé en 2001, elle était à peu près finie en 2008 quand j'ai mis fin à mon mandat. Ça veut dire qu'on a pris le temps d'étudier, de travailler avec les acteurs. On a autour de la table non seulement eu Jean-Vincent Berletier, l'architecte, le CEE pour accompagner la démarche, une association, mais on a eu aussi, on a fait une sélection d'un partenaire pour la construction publique. Et on a sélectionné 2 interlocuteurs pour la construction privée. Ce qui fait que tout le monde était là au départ pour dire qu'est-ce qu'on fait de ce terrain, qu'est-ce qu'on veut donner comme capacité de vie. En fait, ce qui nous intéressait, c'était la capacité de vie. Il ne s'agissait pas seulement de couler du béton, quoi. Donc les acteurs autour de la table, dès le début, c'était tous ceux qui étaient opérateurs. On n'a pas pris de nouveaux habitants parce que par définition, on ne savait pas encore qui ça serait. Je dis ne pas hésiter à investir dans l'intelligence collective et l'expertise. Donc je viens de dire quels étaient les experts. Simplement pour dire l'investissement, parce que pour moi, prendre du temps à réfléchir, c'est pas perdre du temps, c'est investir. Comme le terrain a été acheté par la commune quelques années avant dans des conditions qui étaient plus favorables qu'aujourd'hui pour le foncier, mais sur cette opération, l'investissement intellectuel, c'est-à-dire les experts, toutes les études qu'on a faites, ont coûté beaucoup plus cher que le terrain. Pour dire que quelquefois, on est prêt à mettre de l'argent sur un terrain, mais on ne mettra pas assez de moyens pour réfléchir à ce qu'on va en faire. Et le dernier point, c'est que ce lotissement, évidemment, budgétairement, il y a eu une petite impasse.
Faut pas, le mur qu'on a fait le long de la déviation, c'est quand même pas gratos. Et puis les gens qui achètent un terrain n'achètent pas le mur d'environnement. Donc ça, on a considéré que c'était de l'aménagement de village et pas forcément une opération liée à cette opération immobilière. Mais on a tellement capitalisé au bon sens du terme intellectuellement que l'excédent de dépenses du verger du moulin était récupéré sur le lotissement d'après, parce qu'on a su mettre en œuvre plus rapidement et mieux notre savoir-faire, et on a pratiquement, si on fait le bilan verger du moulin, on est perdant. Si on fait le bilan des lotissements qui ont été réalisés pendant le mandat, c'est plutôt positif. Le principal que je retiendrai, c'est de dire réserver de l'espace public, ne pas tout consacrer toute la surface à la privatisation des espaces. L'espace public a de la place dans nos aménagements. Et puis la deuxième, c'est dire sachons capitaliser pour le futur, parce que les expériences, il ne faut pas essuyer 3 fois les plâtres, quoi. Une fois, ça suffit. Et donc ne pas être pressé. Moi, je pense que ce qui me semble avoir déterminé peut-être la qualité de ce quartier, c'est qu'on a pris le temps de dire, on a étudié des esquisses, je dirais même pas des avant-projets, des esquisses, il y en avait 2 ou 3 qui ont été posées sur la table, voilà, et puis après d'une esquisse, on construit ensemble, c'est de la co-construction. Bon, s'il y a des questions, elles viendront peut-être après, je vais te laisser la suite. Ok, merci. Non. Alors le temps c'est de l'argent, vous connaissez le proverbe, le temps c'est de l'argent. Oui, à condition d'en avoir. De quoi? Du temps. Voilà. Et il y a un autre truc que je fais souvent. Je vais vous faire un truc souvent parce que vous êtes des maîtres d'ouvrage. Vite. Bien. Et bon marché. Vous avez des vendeurs de ce concept. Vous pouvez en trouver. Vous pouvez trouver des gens qui vont vous dire, avec nous, ça va être vite, bien et bon marché. Moi, 52 ans de métier, je vous dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Maintenant, si vous voulez, vous barrez le mot que vous voulez et ça marche. Vous barrez ce que vous voulez et ça marche. Voilà. Alors, très fort, quand je suis arrivé, parce qu'ils ont fait une sélection sur candidature. Autour de la table, il y avait des représentants de la mairie, il y avait un notaire, un géomètre, un représentant du syndicat des marchands de maisons individuelles, Alors, ils avaient déjà choisi avant un partenaire, un office d'HLM qui était suffisamment costaud pour faire la maîtrise d'ouvrage opérationnel, et ils avaient sélectionné Bourg Habitat. Voilà. Je ne sais pas combien d'équipes ont passé l'oral. L'équipe était composée d'un architecte avec une collaboratrice expérimentée et d'une paysagiste, Madame Giroux. Voilà. Je ne sais pas combien d'équipes vous avez auditionné. 4 ou 5. Bon, j'avais un avantage, je vais vous avouer, très fort en vacances, de l'âge de 2 ans à l'âge de 40 ans par là. Voilà. Donc toutes les petites venelles, tous les petits chemins, tous les points de vue, tout le recul, je connaissais bien, quoi. Et j'étais particulièrement motivé. Bon. Ceci dit, d'ailleurs, beaucoup de maîtrise d'œuvre publique est obligatoirement maintenant dans le cadre de l'organisation de concours. Et dans les sélections de concours, on demande trop souvent de prouver qu'on a de l'expérience, des exemples professionnels antérieurs, etc. C'est très très regrettable d'appliquer à la lettre ces recommandations. Et il vaut mieux demander moins, mais consulter davantage d'équipes, premièrement. Deuxièmement, de diversifier la catégorie des équipes, parce qu'il vaut mieux un jeune inexpérimenté, mais extrêmement motivé, qu'un vieux qui a énormément d'expérience et qui, du coup, est complètement blasé.
Et chaque fois qu'on donne leur chance à des équipes qui ne sont pas expérimentées dans un domaine, ils se défoncent à fond, beaucoup plus que les gens qui ont déjà fait 15 écoles pour une école ou 350 logements sociaux alors qu'on leur demande d'en faire 8. Enfin, vous voyez quoi. Alors, parce qu'en fait, la diversification que se donne la maîtrise d'ouvrage dans une opération de ce type et dans un travail de sélection dans un premier temps du partenaire essentiel numéro 1, dans un deuxième temps du partenaire numéro 2, c'est des constitutions d'intelligence collective qui sont votre seul refuge devant l'évolution tellement rapide des problèmes de la société. C'était très facile autrefois de faire quelque chose de nouveau parce qu'on le faisait à l'ancienne. On réglait un problème qui était hyper connu. C'est-à-dire que tous les gosses savaient que si un jour ils se feraient une ferme, elle serait comme ça, parce qu'ils savent ce que c'est qu'une étable, qu'un machin. Bon, voilà. Donc on avait une qualité d'expérience accumulée dans le bâti simplement jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, tout a explosé. On avait des problèmes complètement différents à résoudre, etc., etc. Le seul truc qui peut rattraper ou être concurrentiel par rapport à l'expérience du temps, c'est l'intelligence partagée et le débat. Et le débat, alors vous le savez très bien quand vous êtes politique, mais ça marche aussi bien quand on est dans le secteur privé et qu'on doit réfléchir à des problèmes qu'on n'a pas encore eus. Et la spécialité de notre boulot, c'est de régler un problème qu'on n'a pas encore réglé. C'est la première fois qu'il fallait construire une vingtaine de logements sociaux sur ce terrain-là. Voilà. Donc c'était un problème nouveau. Alors, j'ai proposé de vous passer ce petit PowerPoint. Il se trouve que le verger du moulin est dedans. Voilà. Alors c'était une réflexion, je ne sais plus qui m'avait demandé de la faire pour la première fois. Ce village, c'est le village d'Oncieux, dans le département de l'Ain. Alors il est extraordinaire parce qu'il tourne autour d'un espace vert. C'est une pure merveille. Pour moi, c'est une pure merveille, parce que, forcément, par mon métier, je connais énormément de villages en France, et rien qu'en France, ça suffit. Mais après, si on voyage à l'étranger, bon, il y a une diversité, mais ça, je connais pas. Je connais pas d'exemple concurrent. Moi, j'ai pensé tout de suite au néolithique, parce que la première chose qu'ils ont faite quand ils sont mis à élever, c'est une clôture pour l'ensemble du groupe, y compris leur troupeau. Alors il y a un mur célèbre vers le mont Saint-Odile, dans les Vosges, au-dessus de l'Alsace, où il y a une grande barrière de murailles accumulée au bout d'une chaîne de montagnes. Et comme ça, ils ont un triangle dont ne peuvent pas s'échapper le troupeau et qui se protège d'une agression. Moi, j'ai pensé au néolithique. Quand je vois ça, je me dis, il y avait une enceinte protectrice. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Et la seconde chose à laquelle j'ai pensé, c'est les caravanes de la conquête de l'Ouest, pour la nuit, qui mettent les chariots en cercle, ils mettent les chevaux et tout au milieu. À la fois, ils font un rempart, ils empêchent les chevaux, les mules de se tirer, et comme ça, on peut attendre les Indiens de pied ferme, etc. J'adore ce village. En fait, ce village, il symbolise le problème de savoir si l'humanité est faite d'individus individualistes ou collectifs. On connaît parfaitement ce problème ici, là où on est, exactement. Par là, c'est collectif, par là, c'est individuel, ou presque. Là-bas, dès qu'on creuse un puits, il y a de l'eau, 3-4 mètres. On peut faire sa ferme, c'est 2, 4, 6, 8 hectares, nourrir sa famille, construire sa maison soi-même. Dans une ferme Bressane qui fait 8 mètres de large par 35 mètres de long, j'ai trouvé une ferme où il y avait 2,5 kg de métal. Il n'y avait que les mécanismes des serrures. Les corps des serrures étaient en bois. Ce qui m'a sidéré, c'est quand on a démonté les tuiles, les voliges n'étaient pas clouées sur les chevrons, elles étaient chevillées. Donc ils se sont taillés des chevilles à la veillée, en châtaignier ou en acacia, et pas besoin d'acheter des clous. Bref, je les ai appelés, les fermes Bressane, les palais de l'autarcie. J'ai écrit un chapitre d'un bouquin pour Musée Guimet, et ce chapitre s'appelait Les palais de l'autarcie.
À partir du moment où il n'y a que des points d'eau ponctuels, il faut se partager l'eau, on vient forcément grouper. Mais vous remarquerez qu'en Bresse, il y a de la ferme isolée, mais il y a aussi du hameau. 2 ou 3 maisons. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils y gagnent une grosse bottasse collective. Ils y gagnent 10 à 15 hommes au lieu de 3 en cas d'incendie. Ils y gagnent que s'il y a une bande de bandits dans les mauvais chemins, en plein hiver et tout, qui attaquent, s'ils sont 10 ou 15 hommes, ils sont déjà beaucoup plus costauds que 2 ou 3. Ou 4, parce que dans les 4, il y a peut-être 2 adultes et 2 vieillards, enfin bref, voilà. Donc la chaîne de collectivité de la communauté entre la maison individuelle isolée et la ville, il y a des tas de gradins et quelqu'un pendant la visite a parlé d'un hameau. Voilà. Et c'est tout un débat et on n'a aucune obligation d'avoir des réponses uniques parce qu'il y a une règle écologique universelle, c'est que plus un milieu vivant est diversifié, mieux il se porte. Donc à chaque question, on peut se permettre de proposer une réponse différente. Et c'est même dans l'intérêt général. Ça, c'est d'une part la photo d'un village historique, qui est absolument remarquable, par son homogénéité, son parti. Une ceinture de défense, si elle est circulaire, c'est le meilleur rendement. Le plus de surface abritée dans le moins linéaire de rempart. Et l'autre, c'est un partage de tellement bonne terre parce que c'est un ancien marais asséché, que de succession en succession, on a divisé les triangles dont tout le monde veut en avoir un petit peu, et on arrive à un cadastre, c'est la photo d'un cadastre. C'est assez amusant. La suivante, s'il vous plaît. On a 3 images. Ces images viennent d'un bouquin magnifique qui s'appelle Formes et Forces, écrit par René Huyghe dans les années 70. Ça, c'est le développement d'une fleur. Ça, c'est un troupeau effrayé de rennes, effrayé par un hélicoptère. Et ça, c'est le plan d'une ville idéale, philosophique, si je puis dire, en Inde, dessinée par un Français, dont j'ai oublié le nom, c'est Roger Anger et Mario Heyman, qui s'appelle Euroville. Euroville, et donc, il est parti de la notion de cœur, comment on appelle ça, la place en latin? Le forum, l'agora, voilà, merci bien. Mais les rues qui y mènent ne sont pas rectilignes, etc. Bon. La rectilinéité, citez-moi des lignes droites dans la nature. L'horizon. La tige du blé. L'horizon est cintré dès qu'on a un peu d'élévation. La tige du blé. La tige du blé, oui, la tige du blé. Et au sol, parce qu'il y a les arbres, les bambous. Les bambous sont pas mal en vertical. Parce qu'en vertical, il y a un objectif. Je vais de bas en haut, je pars de la terre, je cherche le soleil, donc je monte bien droit si possible. Mais au sol, que dalle. Quand on nous donne un terrain qu'on croit plat, on se précipite pour demander un levé topographique. On a un maître d'ouvrage qui nous dit, là, j'ai 2 hectares, mais c'est tout plat. Je vous dis, c'est tout plat. On va quand même faire passer le géomètre, parce que les terrains plats, ça n'existe pas. Il n'y a que les lacs salés, les lacs évaporés qui font des terrains plats et encore. Bon. On a inventé, les urbanistes ont inventé la ligne droite, c'est les militaires qui ont inventé la ligne droite, avec l'invention du canon. La ligne droite est très utile quand il y a un canon au bout. Voilà. Parce que s'il y a une manifestation ou un ennemi, là, on peut faire des dégâts avec un seul obus. Mais sinon, la ligne droite, ça n'est pas du tout obligatoire. Et comme là, il n'y a pas de topographie plane, c'est pas forcément justifié d'avoir des lignes droites. Donc je répéterai tout le mal que j'ai dit de la déviation de Treffort, qui est une ligne droite en pied de revermont, alors qu'elle aurait pu continuer à se promener comme les kilomètres précédents et les kilomètres suivants. Alors ça, c'est de l'urbanisation très intelligente, d'habitat groupé. Bon, une fois que je vous aurais dit que c'est américain, ça ne vous étonnera pas trop, parce qu'on voit le rôle, évidemment, l'épine dorsale, c'est la rue. Voilà, l'épine dorsale, c'est la rue. C'est évident qu'il faut que les maisons soient numérotées, si on veut retrouver son copain, ou même soi-même son logement, quand on rentre le soir du boulot, ou d'un week-end un peu festif. Bon, voilà, ça c'est de l'habitat individuel groupé. Bon,
c'est une version qui a certainement des avantages. C'est sûr que les entreprises qui ont construit les maisons, une fois qu'ils ont compris comment ça se fait, là c'est rentable. Hein. Tac, 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 tac. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'enthousiasme pas. J'ai parcouru, par ailleurs, j'ai parcouru un lotissement un soir de la fête de la musique à l'est de Nancy, soir de la fête de la musique. Alors, j'ai déambulé dans ce coin d'agglomération nancéenne où il y avait 6 communes. Il y en avait 4 qui avaient fait que du logement individuel en lotissement et l'autre avait fait que du logement social en collectif. Alors, il devait être à peu près à plus de 50% de logement collectif. Donc, évidemment, la couleur politique de la commune, vous pouvez deviner, c'était plus rouge que bleu. Et il était très content, il était toujours demandeur pour continuer à faire du logement social. Il n'y en avait pas un P dans les 5 autres communes. Alors, une soirée de la fête de la musique, jusqu'à 18h, 19h, 19h30, j'ai vu arriver des voitures. Et c'est génial parce qu'il y a un bip qui permet d'ouvrir le portail du terrain. La voiture rentre, le portail se referme tout seul. Puis un autre bip qui permet d'ouvrir la porte du garage qui est accolée à la maison, c'est génial. La bagnole rentre dans le garage, la porte de garage se ferme. On voit des lumières s'allumer dans la maison, puis on voit plus rien. Il faut attendre 22 heures pour que quelqu'un sorte avec un chien et sorte du jardin pour aller faire ses besoins au chien, mais pas sur le gazon, donc dans l'espace public. Et il retourne chez lui et c'est fini. Voilà. C'est la sociabilité du lotissement. Alors quand je dis ça aux élus, ils me disent oui, mais on a une vie associative qui est parfaite. On a, je sais pas, 15 ou 18 associations, etc. Et moi je leur dis oui, une association, c'est des gens qui se ressemblent, qui se réunissent pour faire ensemble, qu'ils aiment bien faire ensemble. Voilà. Alors, tout ça explique la suite. Ça, c'est un exemple d'une opération qui est la Verpillière dans l'agglomération de la ville nouvelle de l'Île-d'Abo, où il y a une très bonne initiative qui a été prise à l'origine de Thiers, qui travaillait au musée Georges Pompidou, qui est devenu amoureux de l'architecture de terre cuite. Quand on était terre crue, dans les années 80, à peu près 40% des constructions rurales dans le monde étaient en terre crue. Il était tombé amoureux de la terre crue au Maroc, où il avait fait son service militaire en coopération. Bref, il a dit il faut absolument qu'on prouve aux pays en voie de développement qu'on peut faire un habitat contemporain avec le confort contemporain, mais avec de la terre crue. Parce que le problème de la terre crue, c'est qu'on ramasse le matériau au sol, bon, ici ou là, ailleurs, bref, mais il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et voilà des pays qui s'endettaient pour faire venir des matériaux industriels, du ciment, des agglos, des armatures, des toitures, enfin bref, la folie, quoi. Tout acheté à l'étranger, alors que la matière est au sol. On va passer, je vais essayer d'accélérer. Donc il y a eu une sélection dans un premier temps, un concours dans un deuxième temps, qui montre qu'on peut faire avec de la terre crue, soit en pisé comme ici, soit en bloc de terre crue comprimé comme ici, ou encore en pisé comme là, etc. Ça, c'est-à-dire c'est des maisons qui sont protégées du nord par des cages d'escalier en pisé, voilà, et puis qui ont au sud des jardins d'hiver, et du coup les murs ne sont pas isolés. C'est-à-dire que dès que le soleil arrive, il réchauffe les murs. Par contre, il y a des fenêtres en bas, il y a des fenêtres tout en haut, voilà. Là, tout ça, ça s'ouvre, tout ça, ça s'ouvre. Dès que c'est trop chaud, on ouvre et on ventile. On va passer. Voilà, une opération qui a été réalisée. Il y a au total une quarantaine de logements avec une densité, c'est des logements groupés par parcelle sur 4 ou 6, qui doivent avoir une densité moyenne de 15 logements à l'hectare à peu près, 15 à 17 logements à l'hectare. Ce qui est déjà beaucoup mieux que les premiers lotissements qu'on faisait parce que comme il y avait l'assainissement individuel imposé, on n'avait pas le droit de faire moins de 1500 mètres carrés par parcelle. Parce qu'il fallait être sûr que ça pouvait accueillir. Voilà.
Donc ce projet a déjà refusé de consacrer tout le terrain au logement parce qu'il devait sur ce terrain faire 6 logements. Donc il a proposé de regrouper les garages en 3 petits blocs ici. Comme il y avait de la pente de terrain au-dessus des garages, il avait proposé de faire des locaux disponibles, soit pour le travail, soit pour des associations. Bon, il n'a pas réussi à convaincre le maître d'ouvrage. Il a réussi à convaincre le maître d'ouvrage qu'on fasse une tour de Pisa ici, 5 niveaux, 15 mètres de haut. Et à chaque niveau, il y avait une petite exposition, le domaine de la Terre dans un continent. 5 continents, 5 étages, 5 explications. Voilà. On va avancer, parce que ça c'est vu. Ça c'est une vue intérieure du séjour, 36 mètres carrés. Logement social, 36 mètres carrés de séjour, plus une mezzanine en étage de 9 mètres carrés. Et puis on va continuer, voilà, c'est toujours ce séjour. Voilà. Bon, c'est fini pour l'histoire là. Mais on tournait donc déjà dans les, j'ai dit, une vingtaine, je ne sais plus exactement, mais on était dans une vingtaine de logements à l'hectare. Ça, c'est un quartier sud de Bourg-en-Bresse. Quartier sud de Bourg-en-Bresse, c'est le quartier des Vennes. Les derniers immeubles collectifs sont là. Et à l'époque, c'était dans les champs. Bon, maintenant, c'est entouré de lotissements. Le maître d'ouvrage Bourg-Habitat nous demande de faire un immeuble parce qu'il voulait reloger des gens qui étaient dans les opérations millions. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parlerai plus tard. Je vais essayer d'accélérer. Et on commence à dessiner un immeuble, et puis je dis ça va pas du tout. Donc je vais voir le président de Bourg-Habitat, qui était à l'époque Monsieur Rodet, et je lui dis c'est une folie, il ne faut pas faire un immeuble là, on va croire que c'est un bateau échoué sur la plage, quoi. C'est pas possible, 2 ou 3 étages, etc. J'ai dit il faut faire de l'individuel groupé. Il me dit oui d'accord, mais je voulais faire 50 logements, alors vous m'en faites le plus possible de ces maisons. Alors j'ai été ravi, on l'a pris au mot. On a pris le mot, en fait, les bagnoles s'arrêtent là, tout le reste se fait à pied. Là, on peut rentrer par là, on peut rentrer par là. Là, il y avait un terrain polyvalent avec un mur, un filet. Si le filet était en bas, on pouvait jouer au tennis. Si le filet était en haut, on pouvait jouer au volley. Là, il y avait une bande pour jouer aux boules. Le mur, c'était pour jouer au tennis ou à la pelote basque tout seul. Et puis vous voyez que chaque logement, ça c'est du 4 pièces, ça c'est du 3 pièces ou du 2 pièces. Ça c'est des garages. Là il y a des garages. En fait, il y a un certain nombre de logements qui n'ont pas leur garage contigu. Il y a celui-là qui a son garage contigu. Là il y a quelques maisons qui ont le garage contigu, mais les autres ils marchent à pied. Voilà. Les autres ils marchent à pied, ils arrivent chez eux. Et l'espace public est extrêmement réduit puisqu'il n'y a que ça. Il y a 2 placettes, une circulaire ici, une triangulaire là, etc. C'est un terrain de 5000 m², on a fait 25 logements. 25 logements. Donc, c'est un taux de 50 logements à l'hectare. Je ne connais pas d'opération équivalente en densité. 50 logements à l'hectare. On va avancer. On voit le plan masse. Bon, alors, ça nous a permis évidemment d'avoir du traversant, même pour ces logements, parce qu'on est bien en maison individuelle, hein, il n'y a pas de superposition de surface habitable. Ça nous a permis de faire de la ventilation aussi bien en rez-de-chaussée qu'en étage, avec ces micros espaces partagés, non pas partagés, chacun un quart, mais bon. Donc vous voyez les petits logements, et puis les grands logements qui sont de type 4, les types 5 sont un immeuble spécial, enfin un bâtiment spécial. Alors si on peut revenir, la précédente. Voilà, là il y a 2 types 5 côte à côte. Voilà. En fait, c'est un élément répétitif, mais les modes d'association sont tels qu'il y a une très grande diversité, comme ce que vous venez de voir. Parce que des maisons identiques de Bourg-Habitat, de type 4, il doit y en avoir je ne sais plus combien, mais et vous m'avez... Alors, on rediscutera tout à l'heure. Si vous avez vu où est l'immeuble, ou c'est pas. Voilà l'espace public, d'ailleurs qui n'est pas très bien entretenu. On va avancer. Voilà ce que ça donne, un jardin, voilà ce que ça donne. On a travaillé en gros murs de briques multi-alvéolaires parce qu'ils voulaient quelque chose de très solide. Ils avaient peur que les locataires, ils dégageaient des immeubles d'opération million, des locataires difficiles. Donc c'était des sémablocs. Et donc on a fait faire des sémablocs spéciaux à part Wallis, ce qui fait qu'on a économisé l'enduit.
Voilà l'ambiance de leur jardin. Il y a toujours une diversité dans les détails, alors qu'il y a une identité des cellules de base. Il y a de la diversité dans les détails. Ça, c'est une opération finlandaise. Donc vous voyez tout de suite, vous connaissez les climats de la Finlande, leur bagnole couche dehors. Bon, évidemment, ils ont un bip et ils mettent en marche le chauffage du fauteuil 5 minutes avant de sortir de chez eux. Donc ils rentrent dans une bagnole qui est à moins 15, mais le fauteuil est chaud. Donc ils mettent leur bagnole comme ça, au milieu de l'opération, et ils vont à pied chez eux, où ils reviennent à pied. J'en ai vu d'autres en Suède, où il y a même 2 maisons l'une derrière l'autre. Moi, j'ai déjà vécu un moment comme ça, 2 voitures dans un ménage, voilà, il suffit que chacun ait les 2 clés de voiture, on prend la première qui est là. Bon, chacun a les clés des 2 voitures, on prend la première qui est là. Alors ça a l'air de rien, parce que une fois qu'on a une voie comme ça, et qu'une propriété a 2 voitures l'une derrière l'autre, ça veut dire que pour une des 2 voitures, toute cette voirie-là est économisée. Vous vous rendez compte, le rendement? Alors en plus, dans l'opération norvégienne en question, au bout des 2 voitures, il y avait un cellier. Un cellier pour les skis et les vélos, etc. Qui n'est pas dans la maison. Donc un rendement extraordinaire du stationnement, mais qui aurait pu être encore plus performant pour dans un autre cas. Et maintenant, on va aller voir quand on se promène pour aller dans les maisons. Voilà. Ça s'appelle un espace public apaisé. Un espace public apaisé, on se sent déjà chez soi, on n'est pas encore chez soi. Vous voyez un peu la limite symbolique entre l'espace privé et l'espace public. Vous voyez l'investissement en revêtement dans un pays où il y a de la neige, seulement dans ces régions-là du monde, dès qu'on rentre chez les gens, on se déchausse. Voilà. On se déchausse, il y a des pantoufles à disposition, on se déchausse, mais dans les écoles aussi. Enfin, partout, on se déchausse. Donc, ils s'en foutent. Alors, voilà ce que c'est un espace public apaisé. Voilà une dame. Et quand ça descend, cette espèce de double trottinette, elle met les 2 pieds dessus, et voilà. Et l'hiver, elle a la même avec des skis à la place d'avoir des roulettes. Ça, c'est un espace public apaisé. Mais, il y a 2 éléments. S'il pleut, c'est les premières 50 mètres à pied qui font peur. Dès qu'on a fait 50 mètres avec son parapluie, on réalise qu'on peut très bien aller jusque chez le boulanger ou d'aller jusqu'à l'école, bien qu'il pleuve. Il n'y a que les premiers 50 mètres qui coûtent. Madame Giroux, qui était intelligente, elle disait, quand il pleut, ça paraît toujours pleuvoir plus fort par la fenêtre que quand on est dehors. La marche à pied sur 50 à 100 km entre le logement et là où on va, la bagnole par exemple, l'école par exemple, etc., ça s'appelle un espace public. C'est le vrai seul espace de partage social, gratuit, libéral, extrêmement libéral. Le hall d'immeuble où on ouvre sa boîte aux lettres et l'ascenseur ne joue pas ce rôle, le couloir non plus. D'abord, on ne va jamais rencontrer un inconnu, ou très peu, et en plus, ça ne donne aucune information sur rien. Les gens qu'on croise dans une opération du genre de celle qu'on a vue, etc., par exemple, s'il y a une personne âgée, on s'aperçoit qu'elle boite, on s'aperçoit qu'elle a... Voilà. Il va y avoir une identification, on peut pas... plus l'espace est étroit, plus on est obligé de gérer le croisement, etc., etc. Et puis, ces espaces que vous avez aperçus, non affectés, inconnus, il y a un moment où quelqu'un dit « mais là, on est en espace public ou en espace privé ?» La première fois qu'on a pris une venelle tout en herbe, à un moment, ça s'est dégagé, et puis visiblement, il y avait du mobilier urbain, enfin du mobilier, des balançoires, des trucs, quoi. On a eu l'impression de passer par chez les gens. C'était une parcelle en accession à la propriété, locative sociale. Ils n'ont pas estimé nécessaire de mettre une clôture. Ils se sont dit, on va agrandir l'espace, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Il se passe des choses dans ce qui est apparemment gratuit et inutile. Il se passe des choses dans les croisements inopportuns ou opportuns.
il se croise des choses. À Lyon, je faisais un trajet à une époque pour aller à mon bureau, et je croisais tous les jours le même type. Je lui ai dit bonjour, il m'a jamais répondu. Et ça a mis à peu près 10 ans avant qu'il me réponde à mon bonjour. Mais il a fini par me dire bonjour. Donc bon, l'espace public, c'est une vraie merveille. Voilà, l'espace public, c'est une vraie merveille. C'est un vrai patrimoine commun qui crée de la surprise, de l'imprévu. Voilà, la vraie rencontre sociale. Alors c'est un petit schéma explicatif que s'il y a une rue pour desservir des maisons groupées avec garage, il faut au moins 8 mètres d'emprise. Et puis la maison a forcément 3 façades à isoler, parce que ça c'est la maison, ça c'est le garage. On va passer à la suivante. Voilà, la bagnole est ailleurs. La maison n'a plus que 2 façades à isoler, et l'espace public n'a plus que 4 mètres. Donc vous voyez un peu, ça veut dire que déjà les linéaires de voirie sont moins longs, premièrement. Deuxièmement, les largeurs de voirie sont moins longs. Voilà, et les espaces publics à gérer ultérieurement sont beaucoup moins coûteux. On va passer à l'étape suivante. Bon, il y a des ratios et tout ça, l'histoire d'eux. Ça, c'est l'opération Verger du Moulin. Alors, on va aller vite parce que vous l'avez vu. Voilà. Simplement, bon, on a des outils d'analyse. Alors, on a des outils d'analyse, par exemple, sur le parcellaire, parce que quand on a annoncé qu'on allait faire des maisons sur un terrain de 125 mètres carrés, et il y avait des gens qui... Bon, ça en est bourré. Dans le village, ça en est bourré. Sauf que nous, en plus, on leur donne un jardin quand même. Et puis le jardin, il a souvent 2 côtés sur l'espace public. Il a souvent un côté avec un voisin, mais pas plus. Ce qui a l'air de rien, mais c'est c'est autre chose, c'est une autre histoire. Voilà. Bon, il y avait tout le problème des visibilités, etc. Bon, tout ça, c'est des documents d'analyse. Après, quand on arrive au scénario, parce qu'effectivement, Pierre Perdry l'a dit, on avait fait 3 scénarios différents. Bon, avec les vues en maquette numérique, on arrive à voir énormément de choses, etc. Vous avez repéré l'immeuble où il y a des appartements? Tout le monde l'a repéré? Qui ne l'a pas repéré? Vous n'avez pas repéré l'immeuble? Vous êtes sûr d'avoir repéré toutes les maisons en accession à la propriété? Non. Je vous remercie. Voilà. À l'oral de sélection, j'avais dit, je souhaite qu'on ne lise pas le PLU avant de travailler. On va travailler sans lire le PLU, et quand le groupe de travail, on sera convenu qu'on a trouvé la solution qui nous plaît à tous, on regardera s'il faut modifier quelque chose au PLU. La seule chose qu'il a fallu modifier au PLU, c'était la hauteur des clôtures. La hauteur des clôtures, on n'avait pas le droit de faire, on avait le droit de faire qu'un soubassement de 20 ou 30 cm. 60 cm, c'est tout. On a fait une sous-zone au PLU qui permettait de faire des murs comme on voulait faire. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, nous avons fait les murs, les soubassements en béton de 60 cm, parce qu'on voulait bien entériner les choses. Et le grand mur qui est le long de la route départementale a été financé en totalité par la commune, c'est-à-dire que les acquéreurs de ces parcelles ou les locataires de ces parcelles avaient déjà ce mur tout fait, et on a fait le reste en pierre et en tuiles 2 ou 3 ans après. Non, je crois pas, Pierre. Ou alors vous avez eu le temps de modifier le PLU? Oui. Ouais, bon, en tout cas, on a fait après. La section, on a modifié. Voilà, ça a été modifié. Voilà. Donc là, voilà. Donc effectivement, les outils nous permettent de faire pas mal de travail d'analyse. Bon, je crois que vous reconnaissez, vous avez eu le temps de voir. Voilà notre circuit, on est rentré par là, on est venu jusque par là. Cette maison ici, qui est assez particulière, c'était un 3 pièces qui était agrandissable dans le comble, d'origine. C'est-à-dire d'origine, on avait prévu la trémie, on savait où serait l'escalier, voilà. Le locataire acquéreur, puisque c'est des ventes location, très vite a aménagé son grenier. À titre d'exemple, juste je vais revenir par exemple, à titre d'exemple, il y a de l'habitat accession privée ici,
mais il y en a aussi là. Et puis, il y a du locatif logement social par là, mais il y en a aussi là, une des plus belles parcelles, volontairement. Volontairement une parcelle que tous les promoteurs guignaient, parce qu'il était décidé qu'on en ferait 8. Il y avait 4 promoteurs qui prenaient 2 parcelles chacun, et ils auraient bien aimé celle-là. On a dit non, il faut qu'il y en ait une en locatif public, en locatif social. Voilà. Là, c'est le départ vers le four banal. Là, c'est l'éventuelle connexion un jour vers le sud. Voilà, je crois que vous avez tout vu. On va avancer. On va juste, vous reconnaissez tout ce que vous avez vu. Voilà. Encore. Voilà. Ça, c'est l'échelle au-dessus. C'est un quartier urbain. Mététie, en Haute-Savoie, je vais finir avec ça. C'est un développement urbain. Il faut aller identifier. Le foncier est tellement rare à Annecy, parce que quand on voit le cercle de montagne autour, on comprend qu'il faut passer en collectif. Il y a des obligations d'évacuation des eaux de pluie gigantesques, donc on a proposé des douves inondables en grande période de pluie. Il y a une voie rapide ici. On a proposé de faire de l'activité économique ici, en première couche. Là, on a gardé un espace pour des équipements publics. Ça a déjà été fait. Et l'idée, c'était d'urbaniser avec des structures habitables, avec des appartements de rez-de-chaussée avec micro-jardin, et ensuite du simplex ou du duplex dégressif en étage, mais aucune bagnole dans l'allée. C'est-à-dire que les rues desservées, c'était juste pour les pompiers et les ambulances, éventuellement les déménageurs, mais ça reste à discuter. Et par rapport parce que j'avais emmené à Fribourg le conseil municipal, on s'était réunis à 6h du matin, un bus, on était rentré le soir à 20h. Un aller-retour à Fribourg, parce que les Fribourg ont fait un quartier absolument exemplaire dans ce domaine-là. Et je leur ai proposé une stratégie différente pour le stationnement. Ils ont fait un énorme parking silo dans le quartier. Moi, j'ai proposé qu'on utilise les bâtiments d'activité économique et les parkings en façade sur la voie rapide, et simplement on allait faire les parkings par des boîtes de l'échelle des bâtiments d'activité économique, en R+2 ou R+3 maximum, convertissables. Parce qu'on a gardé volontairement une emprise pour un éventuel tramway, parce qu'on n'est pas loin de la Balme de Sillingy, où il y a un verrou routier dramatique, et il y a des bouchons de 3/4 d'heure, 1h30 pour rentrer à Annecy le matin, et pour sortir le soir. C'est la géographie qui veut ça, ils ont le même problème le long du lac, et que l'avenir, ça sera d'emmener un transport en commun efficace, soit bus électrifié, soit tram, jusqu'à la Balme de Sillingy, et qu'à ce moment-là, le taux de motorisation peut baisser, voire diminuer très fortement, et qu'à ce moment-là, on reconvertirait en locaux d'activité économique les parkings. Donc que la structure des parkings aurait été faite, dimensionnée, conçue pour être très facilement transformable en activité économique. Voilà, c'est un autre niveau de réflexion, mais je vous l'ai mis parce que vous pouvez être concerné par des problèmes de ce type. Voilà, j'ai fini. Absolument. Oui. On avait voulu vous proposer en fait cette intervention puis cette commission finalement un peu décalée. Elle nous semblait importante dans le contexte actuel où en fait il y a une certaine urgence parce qu'on a pris 2 ans de retard avec ce Covid, parce qu'en fait il y a des enjeux climatiques, énergétiques qui s'imposent à nous avec une certaine forme de brutalité, probablement parce qu'on n'a pas assez anticipé, parce que maintenant il y a des obligations réglementaires aussi qui s'imposent à nous, avec ce qu'on appelle souvent en fait un urbanisme de normes ou un urbanisme de calculette. Voilà, on n'y échappe pas.
on a délibéré avant l'été pour lancer rapidement la révision du SCOT. La semaine dernière, j'étais encore avec les 54 SCOT de la région pour essayer de voir comment on allait travailler avec la région en fait sur l'actualisation du STRADET et la territorialisation, la consommation d'espace, etc., etc. Et c'est probablement des objectifs qui sont vertueux et un travail qui est nécessaire. Tout comme celui en fait de la stratégie foncière, tout comme celui en fait de l'urbanisme opérationnel, des modèles économiques et tout, etc. Mais il faut pas en fait qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, Pierre à la fois en fait peut-être sur la forme, sur la démarche, en tout cas l'a rappelé. Voilà, qu'il faut prendre du temps, qu'il y a une réflexion qui s'impose à nous, qu'il faut avoir une curiosité, aller à la découverte de ce qu'on connaît peut-être pas pour inventer des nouveaux modèles. Évidemment, en fait, qu'il faut avoir la maîtrise de ce qu'on veut faire, prendre le temps, finalement, travailler en réseau, tous des éléments, tous des mots-clés en fait qu'on retrouve en fait dans nos stratégies actuelles, alors que 20 ans déjà, elles étaient en germe, elles étaient expérimentales. Alors, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que cette opération, elle est tout près de chez nous, elle nous paraît finalement assez proche et dans un petit village qu'on connaît bien. Elle est assez exemplaire et ces retours en fait d'expérience-là, vous l'avez fait en France et peut-être même ailleurs aussi. Donc c'était aussi important qu'on vous la fasse partager aussi pour vous donner un certain nombre de clés au-delà en fait de ce travail qu'on a commencé depuis le début du mandat dans des conditions bien particulières. Aujourd'hui, en fait, la stratégie foncière qu'on est en train de construire, elle s'accompagne aussi d'un travail important via l'établissement public foncier. Et beaucoup d'entre nous, en fait, dans nos communes, on fait des acquisitions foncières aussi. Donc, elle est devenue finalement la norme. Ce qu'on voulait nous aussi vous montrer ce soir, en fait, c'était une déclinaison, enfin un exemple de ce qu'on souhaite mettre en place. En mettant en place ce premier appel d'offres qu'on a appelé urbanisme durable, et puis le fonds de soutien à ces études préopérationnelles de 150 000 euros sur les mois et les années à venir, c'est de se donner les moyens collectivement, agglomération, mais surtout nous, communes, de prendre ce temps, d'inventer des nouveaux modèles. Et finalement, on se rend compte, par l'expérience du Verger des Moulins de Treffort, que c'est possible. Et que finalement, en fait, inventer des nouveaux modèles, c'est aussi en fait regarder ce qui se faisait dans le passé, et puis reproduire, non pas forcément dupliquer, mais en tout cas réinterpréter avec une certaine élégance, avec une certaine préciosité. En tout cas, en fait, ce qu'est notre patrimoine environnemental, architectural et tout simplement humain, et puis mettre en fait l'humain au cœur du quartier. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter et même de travailler avec Pierre et puis avec Jean-Vincent. Jean-Vincent, moi, il y a un message que j'ai toujours retenu parmi des nombreux que vous avez fait passer. Vous avez toujours dit que quand vous avez conçu une opération, vous la faisiez comme si vous alliez y habiter. Je me souviens, à part une, et la clé USB n'était pas encore corrompue, voilà, vous avez dit que vous avez été obligé d'un peu de manger votre chapeau, mais sur toute votre carrière, donc 52 ans, c'est ça, quand même, à chaque fois, en fait, vous avez dit, j'aurais bien habité là où j'ai construit. Et moi, c'est le message, en tout cas, que j'essaye, enfin, que j'ai retenu, puis qu'avec mes collègues du conseil municipal de Saint-Denis, on essaye de travailler au quotidien, quand on travaille avec des promoteurs ou des aménageurs qui soient publics ou privés. C'est finalement mettre les fonctions de base et puis les besoins des habitants actuels ou futurs au cœur de la réflexion, avant même de commencer en fait à y mettre un peu de technique, à y mettre un peu de financier. Voilà, j'espère que cet éclairage peut être un peu différent, un peu en aparté en fait du travail qu'on fait, sinon au quotidien, mais régulièrement ensemble au travers de nos commissions. Il vous aura éclairé aussi, vous aura inspiré. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout, en tout cas, ce qu'on souhaitait avec Martine, Adeline, Christophe et puis quelques autres aussi, en vous proposant ce regard peut-être un peu décalé, mais tellement inspirant et tellement essentiel, si on veut en fait garder le sens profond de ce qu'est l'urbanisme, ce qui est finalement de faire habiter des gens ensemble. Je profite pour ajouter quelque chose au Verger du Moulin, parce que dans le même mandat, on a conduit 2 opérations qui accompagnaient bien, parce que, comme le disait Jean-Vincent tout à l'heure, ce qui est important, c'est que les gens habitent.
c'est-à-dire qui vivent, qui se croisent, qui ait du lien social spontané. Et dans le même mandat, on a aménagé l'espace public de la place, qui est sous vos yeux ici, et on a équipé tous les commerces autour du village. C'est-à-dire tous les commerces qui sont autour du village, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas de supermarché, mais on voulait des petits commerces. Eh bien, tous, sauf un, la coiffeuse, ont été équipés par la commune. On n'a pas de volonté de propriété, on achetait l'immeuble, on l'aménageait, on le mettait en location quelques années, le temps que le commerçant fasse ses preuves, puis après, il y avait un contrat qui faisait qu'au bout de 5 ans, on pouvait lui revendre. Donc la commune n'est pas propriétaire de tout le village, mais c'est la commune qui a aménagé tout le lieu où les gens se rencontrent. Et ça a été pensé, je dirais, d'une manière globale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'habitat, c'est une chose, mais il faut penser la vie des gens. Voilà, je cède à Jean. Merci. Eh bien, c'est très bien, très excellente transition, parce que je voulais absolument vous parler du commerce, justement. Et du verbe commercer. La racine du verbe commercer, c'est échanger. Mais échanger comme ça, là. Ce soir, nous commerçons entre nous. Voilà. J'ai vu qu'il y a une de vos deux commissions qui concerne l'économie du foncier. Quelque chose comme ça. Hein. Bon. Je vais vous donner deux exemples. Le Leroy Merlin d'Ivry-sur-Seine. Faire une coupe. 100% de la surface de terrain occupée au sol. Taux d'occupation du sol, 100%. S'il fait 5000 m² d'emprise au sol, il s'occupe. Premier niveau, stationnement avec 3,50 m sous plafond ou 4 m sous plafond, c'est-à-dire que les fourgonnettes des artisans peuvent rentrer. Deuxième niveau, stationnement des bagnoles. Oh, je suis pas à l'échelle, excusez-moi. Mauvais berletier. Mauvais. Bon, là les bagnoles, les petites, là les gros. Bon. Ici, il y a la zone. Alors je vais faire un plan. Il y a des ascenseurs. Bon, un ascenseur, c'est quoi? Une porte, un moteur et une cabine. Faire une cabine de 4 m² ou une cabine de 10 m², c'est la même porte et il n'y a que le moteur qui est un peu plus gros. Donc, il y a des ascenseurs qui sont assez gros pour pouvoir prendre un caddie qui trimballe une porte ou des paquets de chevrons ou de machins de 2 mètres, voire 3 mètres de long. Et puis en plus, il y a des travelators. Travelators, c'est un tapis roulant qui monte pour les caddies. Le caddie s'autobloque automatiquement dans la pente et voilà. Et puis, après, sur les deux niveaux de stationnement, eh ben, il y a deux niveaux de vente. Il y a vente qui est plutôt gros œuvre, la vente qui est plutôt déco. Et puis, le dernier étage, à l'air libre, c'est le stockage de tout ce qui peut être stocké à l'air libre. Donc, aux intempéries. Voilà. Donc, densité, 400% du terrain. 400% du terrain. En Indonésie, j'ai découvert un type de petit immeuble commercial qui est très systématique, qui est assez marrant, qui est même très marrant. C'est un immeuble de proportion à peu près comme ça. Il y a au milieu un noyau avec des travelators, un qui monte, un qui descend. Et puis autour de ce noyau de travellator qui monte et qui descend, il doit y avoir des escaliers de secours plantés dans des coins parce que je les ai pas vus. Et il y a des cellules commerciales qui sont toutes en vitrine sur ces déambulatoires. Soit c'est en vitrine, soit c'est ouvert. C'est-à-dire que ça doit se fermer la nuit avec juste une grille. Ce qui fait que quand on monte en travellator, paresseux, comme tout le monde, je me régale, je monte en travellator, je vois tout ce qu'il y a comme commerce. Je redescends en travellator, je revois tout ce que... C'est formidable pour un mec paresseux comme moi. Voilà. Donc, c'était à peu près 4 niveaux, je crois. 4 niveaux, densité 300%. 400%. Alors, échelle seconde, génial, restaurant ici. J'avais jamais vu ça nulle part au monde. Si, j'ai vu un truc très marrant en Afrique. Bon, mais là, bon. Alors, les tables sont là. On s'assoit à une table.
On choisit une table, et puis on regarde parce qu'il y a des petites cellules, là, où il y a une ou deux personnes, chacune est spécialisée dans un truc. Il y en a une, elle fait que des entrées poissons, l'autre il fait que des entrées grillades. Il y en a un autre qui fait des crudités, l'autre il fait que des desserts. Ce sont que des micro-artisans. Hein? C'est souvent des femmes, machin. Alors, c'est très simple, on pose son machin, on réverse la table, on fait le tour, on voit ce qui nous fait envie, on s'assoit. Il y a un serveur qui vient, alors qu'est-ce que vous voulez? Ben là, je veux ça, puis là, je veux ça, puis là, je veux ça. Le serveur, il passe la commande, il nous sert le repas au fur et à mesure, c'est lui qui encaisse le pognon. C'est-à-dire qu'on a le service d'un restaurant, sauf qu'on fait travailler une dizaine ou une quinzaine de micro-entreprises qui font un excellent boulot, parce qu'ils font ce qu'ils aiment faire, et que chacun a sa part du marché. Ça m'avait beaucoup impressionné et beaucoup plu. Beaucoup plu. Hein, parce que la concentration du commerce, des activités commerciales, etc., est quand même assez redoutable quand on y pense comme il faut. Hein. C'est plus que redoutable. Hein. Quand les grandes surfaces n'ont plus que deux, à ma connaissance, que deux organisations, ils se sont concentrés, ils n'ont plus que deux sociétés de négociation des achats. Pour bien faire, quoi, ils n'ont pas descendu à une. Donc vous pensez bien que la concurrence, la négociation des prix avec les fabricants des produits... Voilà, deux exemples. Ce que je n'aime pas, c'est arrivé à Bourg-en-Bresse par Perona, je vais être carré. Il y a un petit morceau de la nationale qui a été aménagé pas trop mal au sud de la mairie, mais franchement, entre la mairie et le pont sur le chemin de fer, hein, quelle entrée de ville, hein, franchement. Celle que je préfère, c'est celle qui vient ici, comme par hasard, c'est celle qui sort en direction de Saint-Étienne-du-Bois. Il y a une belle conception paysagère. Il n'y a pas trop de désordre entre les différents bâtiments d'activité, etc. Mais c'est effarant. Parce que un lieu n'a de valeur que par le chemin qui y mène. Si pour arriver à un bel endroit, il faut traverser des quartiers qui n'ont aucune cohérence, ni paysagère, ni construite, on ne comprend même pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas qu'il faut prendre, qu'il n'y a pas de contre-allée. La contre-allée, c'est un truc génial. C'est-à-dire qu'on s'évade de l'axe de... Bon, bref, c'est une catastrophique, quoi. On n'a pas envie de venir habiter dans un coin pareil. Comme ça qu'on accueille les gens, enfin bref. On nous bouffe, mais je suis sidéré par les espaces qu'on bouffe, parce que chaque entreprise a sa capacité de stationnement, alors qu'elle n'est pas banalisée, qu'on sait tous qu'on va vers une mutualisation des stationnements, des circulations, etc., et qu'on les laisse même pas, comment dire, on réfléchit même pas à exiger que les choses soient faites de telle façon qu'un parking puisse évoluer en bâtiment un jour, le jour où on sera... Bref, là, alors sur le sujet de bouffer le territoire, alors en plus, plus on veut des grandes surfaces à l'horizontale, plus on fait travailler les bulldozers, puisqu'il n'y a pas de terrain horizontal, etc. Donc c'est catastrophique, quoi. Franchement, le logement, grâce au logement social en particulier, on n'arrête pas de réfléchir et de faire évoluer. C'est fini, on ne fera plus de logement qui n'est pas maintenant une terrasse, une vraie terrasse, abritée ou pas, de l'ordre de 9 à 10 mètres carrés. Depuis le corona, on sait qu'il faut donner un espace extérieur à tous les logements. Les gens ont besoin de respirer en dehors du logement. Le deuxième enjeu, on le connaît. On sait gérer parfaitement la gestion du froid. Il faut absolument que nous apprenions à gérer la question du chaud sans recourir à la climatisation. Le chauffage en hiver, en climatisation, il se trouve qu'on refroidit l'air extérieur. C'est pas con, ça nous rend même service parce qu'on manque de froid à l'extérieur en hiver. Hein, pour un tas de raisons. C'est les froids secs, ça nous intéresserait. Mais rajouter du chaud pour lutter contre le chaud, alors on le sait tous maintenant, les cœurs de ville, où il y a beaucoup de clim, la température est 3 ou 4 degrés par rapport à la porte de la ville. Si on ne trouve, alors, les anciens savaient très bien faire ça. On a des exemples au Caire, on a des exemples à Marseille, on a des exemples dans tous les villages de Provence, etc.
il va falloir vite qu'on réfléchisse comment on va gérer l'existant et comment on va faire le futur pour lutter contre le chaud. C'est primordial. Mais on saura faire. On saura même réadapter des bâtiments existants et tout. Mais par pitié, surtout pas avec de la clim. Voilà, ça serait catastrophique. Donc l'industriel, le commercial, la lutte contre le chaud, eh ben voilà. Donc tous les jeunes archis, ils ont du boulot devant eux. Donc je sais que je peux continuer à travailler.